Philosophe, professeur à ESSEC Business School, directeur de programme au Collège international de philosophie, auteur notamment de l'innovation à l'épreuve de la philosophie et de exercices spirituels philosophiques, les deux ouvrages au PUF. Alors moi je vais m'installer là, vous ne tenez pas compte de moi et on vous laisse les clés de la scène. C'est gentil, merci beaucoup et merci de votre invitation. L'innovation a été définie, effectivement, et ça a juste été rappelé, l'innovation a été définie en 1911 par Joseph Schumpeter dans la théorie du développement économique. Il explique que l'innovation, c'est 4 axes. L'exploitation industrielle des inventions, leur dissémination économique, leur dissémination et leur importance économique. Autrement dit, pour qualifier quelque chose d'une innovation, vous avez toujours besoin de 4 axes. 1, une invention. 2, l'exploitation industrielle, le fait de le reproduire, la dissémination, ce n'est pas juste pour vous, et 4e, la rentabilité. C'est comme ça qu'il le définit, Joseph Schumpeter. Théorie du développement économique, exploitation industrielle des inventions et leur dissémination, ce qui donne une importance économique. Le problème, c'est que c'est en 1911, et on continue toujours aujourd'hui à définir l'innovation de cette manière-là. Et c'est effectivement le cas, c'est toujours l'innovation. La question, c'est à quel prix ? Je vous donne quelques exemples. Les enjeux politiques. Vous utilisez tous des réseaux sociaux en permanence. Et vous avez probablement vu également ce qu'a fait Facebook, notamment à travers Cambridge Analytica, l'usage des données qui ont permis de manipuler les votes à l'occasion du Brexit ainsi que l'élection de Donald Trump. L'innovation a un enjeu politique. L'innovation a un enjeu environnemental. Vous avez tous des smartphones ici. À quel endroit vont finir vos smartphones ? À quel endroit peuvent être trouvé votre précédent smartphone, votre précédente tablette? Avez-vous une idée à quel endroit il se trouve? Eh bien, il y a 80% de chances qu'il soit sur une plage du Ghana, qu'il soit en train de tomber à peu près dans la mer, entre la mer et la plage au Ghana, parce qu'on ne les recycle pas. La façon avec laquelle on produit également les smartphones, on va prendre des matériaux rares qu'on ne va pas recycler. C'est un enjeu environnemental. Mais il n'y a pas qu'un problème politique, il n'y a pas qu'un problème environnemental, il y a un problème social aussi, et humain, avec l'innovation. Par exemple, en 2018, vous avez vu que pour la première fois, il a été rendu possible d'éditer l'ADN d'un individu, avant même que l'enfant soit né. Autrement dit, l'enfant est toujours dans le ventre de sa mère et on édite l'ADN du bébé dans le ventre, dans lequel on va essayer d'adapter ou d'éditer l'ADN pour le changer. Autrement dit, l'innovation avec 3 axes, politique, environnemental et humain, va avoir une conséquence et des conséquences radicalement différentes que ce que Schumpeter explique en 1911. En fait, on se aperçoit de quelque chose qui est, selon notre culture, ou bien chez Voltaire, ou bien chez Spider-Man. La question est la suivante. Grand pouvoir, grande responsabilité. L'innovation est avant tout une démonstration du pouvoir sur les réseaux sociaux, du pouvoir avec les téléphones portables, du pouvoir avec l'édition de l'ADN. On a énormément de pouvoir, mais on oublie toujours qu'à grand pouvoir, grande responsabilité. En effet, on le prête à Voltaire pendant la Révolution française, mais Stan Lely l'écrit en 1961 dans Spider-Man. Grand pouvoir, grande responsabilité. Alors la question, c'est comment faire ? Comment essayer de repenser l'innovation ? Est-ce qu'il est possible de repenser l'innovation ? La loi, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que l'innovation vient toujours avant la loi. Pensez à n'importe quelle innovation que vous pouvez avoir en tête, la loi viendra après. Exemple, la GPA, par exemple, la PMA, ça existe. La loi n'existe pas encore, par exemple. Et on se pose la question, est-ce qu'il faut la faire ou pas ? Une partie de la loi a été faite il y a quelques années. Les accords, les organisations internationales, ça ne fonctionne pas non plus. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé il y a quelques jours avec la COP27. Donc ça ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas attendre de la loi qu'elle régule l'innovation, nous ne pouvons pas attendre des accords internationaux qu'elle régule également les innovations. Alors on se retrouve coincé. On a à la fois des innovations, on a 3 enjeux fondamentaux et on n'arrive pas à réguler. La question est donc peut-être, faut-il penser ou repenser l'innovation ? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt l'innovateur qui est à repenser ? Autrement dit, l'innovation n'est qu'une conséquence de ce qu'a fait quelqu'un, en l'occurrence un innovateur. Comment formons-nous les innovateurs ?
Eh bien, on les forme avec Joseph Schumpeter. Partout dans le monde, n'importe quelle école d'ingénieurs, n'importe quelle université, n'importe quelle business school va former les innovateurs avec la pensée de Schumpeter. En conséquence, nous avons les effets que je viens de décrire. Peut-être qu'il faudrait revoir donc la formation de l'innovateur avec différentes façons de faire, différentes disciplines par exemple. Il s'avère que, de mon côté, j'ai regardé de manière détaillée ce que pouvait être la philosophie. C'est le travail de mes études pendant de très nombreuses années, et j'ai associé à cela la question de l'innovation. En me posant la question, mais et si l'innovateur, on le formait à la philosophie, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et puis, quelle philosophie aussi? Dans l'Antiquité, il est à ce moment-là établi 3 écoles majeures, les stoïciens, les épicuriens et les cyniques, qui vont développer ce que l'on appelle communément des exercices spirituels. Alors, les exercices spirituels n'ont rien de religieux à cette époque. L'exercice spirituel, c'est la capacité de travailler sur soi-même en fonction du bien que nous voulons faire, à soi et aux autres. Je le dis de manière très schématique, mais c'est l'idée. L'exercice spirituel dans l'Antiquité, par ces 3 écoles, c'est donc le travail que l'on veut faire sur soi ou sur les autres pour un bien individuel ou pour un bien commun. Si on se met à se former aux exercices spirituels en disant « mais si je me forme en fonction du bien, peut-être que les innovations que je vais pouvoir produire vont produire justement du bien ». Et donc on commence à s'intéresser à cela. Les exercices spirituels, c'est en effet comment lutter contre les passions, contre la gloire, contre l'argent, contre le pouvoir. Tous ces exercices spirituels-là sont travaillés avec, comme je l'ai dit, les stoïciens, les épicuriens ou les cyniques. Maintenant, repensons la façon avec laquelle nous pourrions imaginer les exercices spirituels à l'occasion de l'innovation, à l'occasion d'entreprises. Prenons un exemple. Les épicuriens. Les épicuriens nous disent ce qui est important, c'est de répondre aux besoins, aux désirs naturels et nécessaires. Les désirs naturels et nécessaires sont tout simplement pour Épicure un peu d'eau, un peu de pain, parfois un peu de fromage, parfois un peu de vin, mais rien d'autre. Méfiez-vous si jamais un jour vous êtes dans un restaurant épicurien, c'est rien de plus que ça. C'est les désirs naturels et nécessaires. Un peu de pain, un peu d'eau pour pouvoir vivre et c'est tout. Il est distinct d'ailleurs, Épicure, des désirs naturels et non nécessaires. Les désirs naturels et non nécessaires, il parle par exemple de l'activité sexuelle, il n'avait pas lu Freud, vous le comprenez. Il y a des désirs naturels mais non nécessaires pour survivre. Et puis Épicure dit qu'il y a des désirs non naturels, non nécessaires. Un désir non naturel, non nécessaire, c'est la gloire par exemple. Ça va être les honneurs par exemple. C'est ni naturel ni nécessaire. Naturel, non nécessaire, le précédent, c'est lorsque par exemple vous souhaitez toujours manger pour survivre, mais vous allez dans un restaurant étoilé. C'est naturel de le vouloir, mais ce n'est pas nécessaire d'aller dans un restaurant étoilé. C'est une première idée. Maintenant, regardons avec une entreprise. Les besoins naturels et nécessaires. C'est exactement comme ça qu'a fondé son entreprise Yvon Chouinard. Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, s'est dit, mais de quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin pour vivre? J'ai besoin de produits, évidemment, j'ai besoin de fournisseurs, j'ai besoin de faire en sorte que mon entreprise fonctionne, évidemment. Mais de quoi je n'ai plus besoin? Jusqu'où je ne peux ne plus avoir besoin? Autrement dit, je le dis un peu vite, il va d'une certaine manière limiter ses bénéfices. Tout ce qui sera au-dessus de ces bénéfices sont considérés comme non nécessaires. J'ai besoin pour financer une entreprise de besoins naturels et nécessaires, du profit. Tout ce qui est au-dessus n'est pas nécessaire. Autrement dit, ce qu'il fait depuis le début, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois de Patagonia, mais depuis le début, il reverse ce qui n'est pas nécessaire pour l'entreprise aux organisations environnementales. C'est une démonstration de quoi ai-je besoin. Une deuxième école intéressante, qui est les stoïciens. Les stoïciens nous expliquent, il y a plusieurs phrases célèbres, mais prenons Épictète. Épictète dans son manuel. Manuel, premier livre. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Phrase toute simple, très connue chez les stoïciens. Il y a des choses qui dépendent de moi, des choses qui n'en dépendent pas. Ce qui est important pour moi, c'est de me concentrer sur ce qui dépend de moi et pas de ce qui ne dépend pas de moi. C'est quelque chose d'assez simple, mais pas forcément évident à mettre en œuvre. Mais on peut, tous les jours, dans notre quotidien, s'il pleut dehors, eh bien, en fonction de ce que vous avez pris ou pas dans votre sac, un parapluie ou pas, ça dépend de vous. Par contre, vous ne pouvez pas blâmer ou critiquer la météo. Ça ne dépend pas de vous. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est d'avoir préparé ou pas quelque chose contre la pluie. Intégrons ça maintenant pour des questions d'entreprise, une question d'organisation. Des besoins
qui peuvent être, par exemple, dans une entreprise, prenons Ben Jerry, les glaces Ben Jerry. Il ne dépend pas de moi qu'il y ait une loi qui autorise d'avoir des OGM dans les glaces. Ça ne dépend pas de moi. Il y a une législation qui fait en sorte qu'il y a la possibilité d'utiliser des OGM dans les glaces. Mais Ben Jerry s'est dit l'inverse. Ce qui dépend de moi, c'est de ne pas en mettre. Et vous avez une distinction très claire. Ça n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui existe, qui ne dépend pas de moi, que je dois agir en fonction. Ce qui est important, c'est ce que moi je vais faire. Il y a des choses qui dépendent de moi, des choses qui n'en dépendent pas. La loi, je n'en dépends pas, mais par contre, ce que moi je peux faire, je peux en dépendre. Et je vais décider de le faire. C'est le deuxième axe. Et puis nous avons une troisième école. Une troisième école qui est dans l'Antiquité, les cyniques. Les cyniques, Antisthène notamment, et puis très connus avec Diogène, vont avoir une démarche qui est articulée sur deux axes. Le premier, c'est l'autosuffisance. L'autosuffisance, c'est la nécessité en permanence de pouvoir se suffire à soi-même et de ne pas attendre des autres ou de ne pas attendre d'une autre organisation qu'elle m'aide à survivre. Et puis il y a un autre élément qui est important chez les cyniques, c'est la notion de simplicité, être le plus simple possible. Vous connaissez peut-être cette anecdote, Diogène se retrouve assoiffé et il a une petite gamelle avec lui, un petit bol avec lui, et il met son bol sous le courant d'eau, se met à boire. Un chien arrive qui n'a pas besoin d'écuelle, qui n'a pas besoin de bol, il se met le chien à boire directement. Diogène jette son bol en disant « mais finalement, je peux faire encore plus simple ». C'est comme ça qu'il fonctionne. Si on applique maintenant cette question du cynique dans la question, au sein de la question qui nous intéresse des organisations, eh bien, nous pouvons avoir exactement la même chose. La question de l'autosuffisance, par exemple. Dans quelle mesure est-ce que j'ai besoin de grossir en permanence, d'acquérir en permanence un grand nombre d'entreprises, ou de plus en plus d'entreprises, ou de grossir pour atteindre une part de marché encore plus importante, ou il suffirait simplement d'être suffisant à soi-même, par rapport à ses clients, par rapport à son organisation. C'est le fondateur de Southwest Airlines aux États-Unis, une entreprise qui a formidablement bien marché pendant plus de 45 ans. Et son fondateur, Heb Kelleher, disait, quand on lui posait la question, mais vous fonctionnez très bien, ça marche très bien aux États-Unis. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au Canada? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au Mexique? Pourquoi est-ce que vous n'opérez pas de manière internationale? Et Heb Kelleher, que j'avais rencontré, avait cette phrase. Il était d'ailleurs formé à l'école épicurienne quand il était à Harvard. Il avait cette phrase. Vous savez, Xavier, je suis suffisamment riche, mes clients sont contents, mes salariés sont contents. Pourquoi est-ce que je voudrais plus? Quel objectif de vouloir toujours plus? Cette question d'une forme d'autosuffisance qu'il essayait de s'expliquer à lui-même. Mais vous avez évidemment d'autres organisations intéressantes pour ça. Anita Roddick. Anita Roddick est la fondatrice de Body Shop. De Body Shop, l'objectif a été d'avoir deux axes très importants pour elle. Un, toujours correctement payer l'ensemble de ses fournisseurs. Et puis la deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit, la notion de simplicité. Par rapport à la loi ou par rapport au désir, que j'ai expliqué préalablement, vous avez avec The Body Shop la possibilité d'utiliser un certain nombre d'ingrédients chimiques. Ce qu'elle a en permanence essayé de refuser le plus possible, en essayant d'être le plus près possible de la nature, des plantes et des fournisseurs qui pouvaient être son producteur direct. Eh bien, vous avez ici un autre exemple, avec la possibilité, comme The Body Shop, ou comme Southwest Airlines, de faire en sorte d'atteindre cette simplicité dans la façon avec laquelle on gère notre organisation. Laissez-moi conclure. Ce que j'essaye de montrer ici, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de la philosophie d'entreprise, ce qui n'a absolument aucun sens. La philosophie a un sens, c'est une question de viser la sagesse. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. La question est de se dire, est-ce qu'il faut faire en sorte que la philosophie soit au service de l'entreprise ou l'inverse, que l'entreprise soit au service de la philosophie. Et c'est peut-être ça qu'il faut viser justement. Et que l'innovation en tant que telle soit un outil pour justement faire en sorte que la philosophie puisse être appliquée. Je ne donnais que des exemples concrets à partir de la philosophie. Il s'agit de se questionner, non pas pour améliorer l'entreprise avec la philosophie, ce n'est pas le propos, suivez-moi bien, c'est faire en sorte que l'entreprise soit un outil pour la philosophie. Les exemples sont très clairs. Patagonia cherche à améliorer la planète. Ben & Jerry cherche à améliorer la planète tout autant à travers son produit. Il parle beaucoup de social justice pour Ben & Jerry. Et c'est la même chose pour Anita Roddick.
Nous avons ici une collection de possibilités de mettre ensemble une nouvelle façon d'innover à travers ces fameux exercices spirituels. Je conclus avec ça. Les exercices spirituels ont donc été fondés dans l'Antiquité, les fameuses 3 écoles, épicurienne, stoïcienne et cynique. Ils sont là pour nous aider à combattre nos passions, que nous avons tous. Les passions, c'est ce qui déborde l'émotion. Nous avons de l'émotion et puis ce qui en déborde. Eh bien, nous avons tous des passions. Ça peut être la gloire, ça peut être l'argent, ça peut être la fortune, ça peut être l'ensemble de ces éléments-là. Ça peut être les obstacles aussi que l'on peut avoir et qui nous empêchent de vivre correctement. Eh bien, les exercices spirituels, qu'ils sont à peu près 7, 8, 9, 10, c'est la lecture des anciens, des philosophes, c'est la méditation des textes que l'on peut avoir, d'Épictète par exemple, ça peut être ceux de Marc Aurèle par exemple. La question du dialogue qui est important. Comment dialoguons-nous pour essayer de résoudre tout ce que je viens de dire ici? Il ne s'agit pas d'imposer, mais il s'agit d'avoir raison ensemble. C'est l'objectif du dialogue. Comment on peut avoir raison, non pas l'un sur l'autre, mais avoir raison ensemble. C'est également des questions qui peuvent être, je l'ai dit, la méditation, qui peuvent être la question de la diététique. Comment je me pose la question de l'usage du corps lorsque je mange? L'exemple avec Épicure, comme je le soulignais préalablement. Il y a d'autres exercices spirituels, celui de l'écriture. Dans l'Antiquité, on appelait ça des upomenata, c'est-à-dire des petits carnets que l'on avait toujours sur soi pour réfléchir à nos questionnements. Autrement dit, et c'est le message de ce soir, l'important c'est de comprendre que les exercices spirituels sont, dans la philosophie antique, quelque chose qui nous permet de mieux vivre. Ça n'est pas à exclure et à réserver simplement aux philosophes. Ça n'est pas non plus à exclure et à réserver simplement dans une forme de tour d'ivoire ou une université dans laquelle nous pourrions travailler sur ces sujets-là. Les exercices spirituels ont pour but d'être repris, et d'être repris dans notre angle, qui est celui des organisations, par exemple. C'est l'objectif, si vous m'avez bien suivi, de contrarier finalement la question de l'innovation et se la réapproprier, non plus pour l'innovation, mais pour l'innovateur. C'est lui qui est au cœur de notre sujet, c'est l'innovateur qui doit être reformé différemment, c'est repenser l'innovation à nouveau frais pour un monde meilleur. Je vous remercie. Merci Xavier Pavie. Je profite pour montrer les 2 livres en question, Exercices spirituels philosophiques et L'innovation à l'épreuve de la philosophie. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.